Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Emma Duveyret, c'est la pâtisserie que l'on a tous envie d'avoir en bas de chez soi. Des produits frais, de saison, fabriqués avec passion par Emma, son associée Isabelle et leur équipe, dans un seul but, faire plaisir. La pâtisserie d'Emma, c'est la recherche de la simplicité, c'est l'artisanat dans ce qu'il a de plus noble, loin des artifices et des modes. Pendant l'enregistrement, des voisins passent dire bonjour, et jamais le village Popincourt n'a aussi bien porté son nom. C'est aussi ça que devrait être une pâtisserie, un lieu de vie ancré dans son quartier, en lien avec les habitants et les commerces alentours. En fait, la pâtisserie Emma Duveyret, cela ressemble au salon de thé que l'on rêve tous d'ouvrir, mais celui-ci est bien réel, et c'est Emma et Isabelle qui l'ont créé. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota, et voici le portrait d'Emma Duveyret dans Girls in Food. Bonjour Emma Duveyret. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots ? En 2 mots, alors Emma Duveyret, gérante de la pâtisserie Emma Duveyret, rue Sedaine, dans le 11e. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, la cuisine avait une très grande place. Parce que déjà, mes grands-parents avaient un restaurant. Ah. C'était une crêperie, donc j'ai un peu grandi dans une crêperie. Et des 2 côtés de ma famille, tout le monde cuisinait. Ma grand-mère maternelle habitait dans une sorte de ferme. Elle élevait des poules, des lapins. Elle avait un jardin, donc on a toujours mangé des très bons produits. Voilà, j'ai toujours même connu ma grand-mère, en train de cuisiner. D'accord. Si j'ai une image d'elle qui me vient, je la vois en train de cuisiner, du matin au soir. Donc voilà, et mon père ensuite a eu plusieurs restaurants, des crêperies notamment. D'accord. Voilà, c'est un milieu Dans lequel vous avez été élevé, voilà, ouais. Et dans quelle région ? En Normandie. En Normandie, ok. Ouais. Une région de bons produits. Exactement. Toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier dans cette famille donc de cuisiniers ? Un plat du dimanche. Il y en a beaucoup en fait de plats du dimanche. Ça changeait tous les dimanches ? J'ai plusieurs souvenirs qui viennent comme ça, le canard, le canard de ma grand-mère avec une bonne purée maison, j'adorais. Ensuite, dans un contexte un peu plus restreint, c'est-à-dire ma mère, ça va être bœuf bourguignon, la langue de bœuf, mais aussi, je dirais, tout ce qui est escargot. On mangeait beaucoup d'escargots parce qu'on allait les ramasser D'accord. nous-mêmes dans les champs, dans les chemins plutôt, parce que les champs, on ramassait des champignons. C'est beaucoup de souvenirs comme ça. Très jeune, j'ai mangé des choses que n'aiment pas les enfants en général, les escargots, les huîtres, les cuisses de grenouille. Ouais. Donc assez tôt, vous aviez aussi la conscience d'où venait la nourriture quelque part, contrairement à peut-être d'autres enfants. Ouais, du moins le fait maison, quoi. Ouais. Je sais pas si étant petite, je réalisais que les pommes de terre, les poireaux de ma grand-mère venaient de son jardin, parce que j'étais vraiment petite, mais plutôt ce qui est lapin et canard, et poules, Ouais. enfin poulet. Bon, ça, je réalisais que c'était Ça venait ce qui était à côté, quoi. Ouais. Et enfant, donc dans cette famille de restaurateurs, est-ce que vous aviez envie de travailler dans ce milieu-là, ou est-ce que, votre rêve de métier quand vous étiez petite, c'était quoi ? Non, c'était pas du tout ça. Ça a changé au fil des années. Mais quand j'étais plus jeune, moi, je voulais être musicienne. Enfin, je faisais de la musique, donc je voulais être rockstar, en gros. Et petit à petit, j'ai voulu avoir, en tout cas, mon propre commerce, qui aurait plutôt été un bar, un lieu convivial d'échange, plutôt culturel, avec des concerts, des expos, ce genre de lieu, et faire à manger. Par contre, je voulais des plats hyper simples, genre un plat du jour, des choses un peu comme je fais aujourd'hui à la pâtisserie, des quiches, des choses qui se mangent rapidement, mais qui sont faites maison, cuisinées, et voilà, c'est de la restauration un peu rapide, mais de bonne qualité, ouais. Bonne qualité. Ouais.
Au final, votre tout premier job, votre premier métier, qu'est-ce que ça a été? Mon premier vrai job, en dehors de mes jobs d'étudiant, pionne, donc en dehors de ça, j'ai été droguiste pendant 3 ans à Paris, à la rue des Martyrs. Il y a une droguerie qui existe encore. Tout à fait. Vous connaissez? Oui, je connais bien le quartier. Saint-Georges, en tout cas, tout en bas de la rue des Martyrs. J'ai travaillé 3 ans là-bas. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai appris énormément de choses. Donc on vendait des produits de droguerie, c'est-à-dire produits ménagers, mais aussi des ustensiles de cuisine. Ouais, c'est ça, des et notamment haut de gamme. Donc tout ce qui est poêle, casserole. Ça m'a permis d'apprendre au niveau matière, enfin l'inox, l'aluminium, comment était composée une poêle et une casserole. Une casserole, comment ça fonctionnait au niveau de la chauffe. Et puis on vendait plein d'ustensiles aussi, des petits ustensiles qu'on utilise chez nous, et j'en ai encore plein chez moi que j'utilise pas tous les jours, mais ça m'a donné le goût de la cuisine, ça m'a donné envie de cuisiner. Donc j'achetais à la droguerie, on avait des tarifs préférentiels, donc j'achetais souvent des petits ustensiles et ça m'a permis de cuisiner, ça m'a donné envie, et petit à petit, j'ai changé de voie, mais c'était mon premier vrai job qui m'a en fait amené ici aujourd'hui. Ouais. Et du coup, alors racontez-nous comment vous êtes passé de ce premier métier dans la droguerie rue des Martyrs à la pâtisserie qu'on connaît bien actuellement, donc rue Sedaine dans le 11e. Je travaillais au milieu de tous ces ustensiles. C'était un univers dans lequel je me sentais bien, mais j'avais envie d'aller plus loin, et j'ai une amie qui passait un CAP cuisine, qui avait mon âge. À l'époque, je devais avoir 32 ans. Ça m'a donné l'idée de pourquoi pas faire ça, parce que je savais que j'avais un truc au niveau de la restauration, comme mon père, mes parents. J'avais un truc à ce niveau-là, et chez moi, je cuisinais beaucoup. Et par un heureux hasard, une amie d'amis connaissait un restaurateur et un chef cuisinier qui cherchait des gens motivés pour des apprentissages en alternance. Et voilà, j'ai commencé comme ça, je me suis lancée, j'ai démissionné de ma droguerie, que j'aimais beaucoup quand même, et je me suis lancée dans le CAP en 1 an, en formation adulte via le Greta. Voilà, en alternance, travaillant dans un resto et à l'école. Et à l'école, ouais. D'accord. Et après l'obtention du CAP, est-ce que vous avez tout de suite lancé votre propre entreprise, ou est-ce que vous avez commencé par travailler, vous faire un peu la main quelque part? Oui, tout à fait. Donc après mon année de formation, j'ai trouvé un poste dans un restaurant juste en face de chez moi. Là, c'était en tant que cuisinière. Et j'ai remarqué que je faisais plus souvent les gâteaux enfin, je faisais des plats, je faisais tout, hein. J'étais chef de partie, puis seconde. J'aimais beaucoup faire la pâtisserie. En fait, dans le resto, c'était surtout moi on était 4-5 collègues en tout, c'est moi qui m'occupais des desserts et qui proposais. Et c'est ce que je préférais faire, je suis assez gourmande aussi. Je suis aussi bien sucrée que salée, j'aime autant manger les deux, mais à faire, je trouve que le sucré, c'est ce qui va ponctuer un repas, et on s'en souvient. Ouais, je suis d'accord avec vous. On s'en souvient souvent. Et vous êtes resté combien de temps dans ce restaurant? Je suis restée un peu plus d'1 an et demi. Et à quel moment, en fait, vous vous êtes dit que vous alliez créer votre propre entreprise? C'est un moment où je me disais, j'ai fait le tour, j'ai travaillé pour un restaurant. Enfin, c'était le 2e, parce que là où j'avais fait ma formation, j'ai travaillé un peu plus d'1 an, parce qu'après ils m'avaient gardé pendant les vacances. Et je me suis dit, bon, là j'arrive à, je sais plus quel âge j'avais, 3 ans plus tard. J'ai besoin de faire un truc pour moi, d'avoir ma propre activité. Avec mon patron, on s'est entendu pour que je puisse partir. Lui comprenait très bien en plus que je veuille créer ma propre activité. Voilà, il y a eu, je ne me souviens pas exactement c'est un moment, chez moi, je faisais de plus en plus de pâtisserie, et j'ai commencé à faire des macarons. Et j'ai commencé à en distribuer un petit peu à mes amis et tout. Et c'est plutôt mes proches qui m'ont encouragée
à me lancer. Il dit mais tu devrais te lancer, mais aussi bien pour le salé que le sucré, parce que ma première idée c'était plutôt de faire un petit lieu en restauration rapide, mais avec un plat du jour, mais avec des desserts vraiment un peu plus centrés sur la pâtisserie. Même si au-delà de pâtisserie, c'est plus les gâteaux comme à la maison. Et c'est d'ailleurs beaucoup ce que je fais ici aujourd'hui. C'est les pâtisseries de mon enfance en fait. Tout ce qui a pu me marquer dans mon enfance. Voilà, je pense que c'est beaucoup mes amis, mes proches qui m'ont encouragée, et puis notamment Isabelle qui est ici et avec qui on a lancé le projet. Ouais, vous êtes associés, c'est ça. Qui est là depuis le début et qui Emma Duveyret, c'est pas moi, c'est pas que moi, c'est nous, nous deux. Pour autant, entre faire de la pâtisserie ou être salarié d'un restaurant et créer sa propre entreprise, enfin devenir entrepreneur, il y a quand même, c'est quand même des métiers différents, c'est une casquette qui s'ajoute quelque part. Aujourd'hui, dans votre quotidien, comment est-ce que vous faites comment ça se répartit entre ces deux métiers, c'est-à-dire la partie vraiment production, création, même d'avoir l'idée des desserts ou de ce que vous allez proposer à la carte et que vous allez produire dans votre labo qui est ouvert sur la boutique d'ailleurs, mais aussi la gestion de l'entreprise. Comment ça s'articule dans votre quotidien, les deux aspects? Alors, c'est un peu, c'est vraiment cette seconde partie, la gestion, c'est la partie la plus difficile pour moi parce que c'est moins mon truc, enfin la gestion, mais c'est plus les relations humaines, la gestion du personnel, c'est plus ça qui est compliqué pour moi. Mais déjà avant de créer l'entreprise, j'ai passé une formation de création d'entreprise, donc pour bien apprendre tout ce qui est gestion. Isabelle s'occupe beaucoup de cette partie-là aussi. Bon, on se répartit les tâches. Moi, je suis plus comptabilité, elle est plus dans la gestion administrative. D'accord. On réussit à se répartir ça, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je suis quand même en labo du matin. Enfin, j'arrive la première et je pars la dernière, donc c'est pas forcément évident d'articuler tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est deux métiers très différents. Au départ, moi, je pensais que à la pâtisserie, à dire j'ai bossé dans mon labo, mais quand on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, il faut aussi apprendre et s'armer pour pouvoir mener tout ça, quoi. Ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est notamment votre engagement, votre recherche de matières premières. Ce que vous disiez sur le fait maison, je trouve ça très important. Mais je sais que vous faites notamment des efforts aussi sur le bio. En quelque sorte, vous êtes une pâtisserie engagée. D'où ça vous vient cette démarche-là, cet état d'esprit? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense que c'est venu au fil des années, via des rencontres, via une prise de conscience aussi, la société aussi qui évolue un peu dans ce sens-là. Ma grand-mère, par exemple, elle a toujours mangé sainement, beaucoup produits bio. Alors c'est pas celle qui avait la ferme, hein, mais c'est l'autre. Ouais, d'accord. Donc je sais qu'il y avait une conscience déjà au niveau de la famille. Ensuite, le fait de vouloir faire du 100% maison, on va rechercher des produits et on va se rendre compte, par exemple, il y a je sais pas, un kilo de farine à 50 centimes et un autre qui est à 1,50 €. On se pose aussi des questions. Donc on va essayer de chercher pourquoi telle différence entre tel et tel produit, et on comprend aussi en goûtant, faut tester. Et puis j'ai rencontré aussi certains producteurs, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je fournissais la ruche qui dit oui. D'accord. En petits gâteaux, et j'ai rencontré des producteurs, donc qui aujourd'hui me fournissent mes œufs, par exemple. Voilà, les farines sont du direct producteur. Bon, déjà, vous utilisez des vrais œufs. Enfin, oui, ce qui n'est pas si évident en pâtisserie. Hein. C'est vrai, mais je me refuse à utiliser des œufs. Des œufs produits. Ouais. Je suis pas du tout dans cette démarche des vrais produits. J'utilise aucun produit préparé à l'avance. Transformé, voilà, des poudres, du lait. C'est jamais de lait en poudre, mais du vrai lait. Cette prise de conscience, c'est vraiment les rencontres, et en moi, il a dû se passer un truc
j'ai un peu de mal à expliquer exactement. C'est parce que ça me paraît tellement naturel aujourd'hui que j'ai du mal à me souvenir. J'aurais du mal même à revenir en arrière. Pour moi, c'est quelque chose de totalement impossible. Est-ce qu'il y a eu quand même un moment où vous vous êtes dit ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est sûr, là je suis au bon endroit, c'est sûr que c'est ça. Oui, quand j'ai commencé mon CAP cuisine, très vite je me suis sentie un peu chez moi dans une cuisine. Et d'ailleurs, chez moi, je passe les 3/4 de mon temps dans la cuisine, même si c'est pas forcément pour cuisiner, parce que là maintenant je cuisine beaucoup moins, je cuisine que ici, à la pâtisserie, mais rien que pour ranger. Il y a que moi qui fais le ménage dans la cuisine. C'est un peu mon lieu. Ouais. Ensuite, le moment où j'ai vraiment encore plus eu ce déclic, c'est quand on a ouvert la pâtisserie et qu'il y a eu des retours de nos clients et qui chaque jour déjà nous encourageaient, nous disaient que c'était bon, qui ressentaient aussi les saveurs. Moi, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est les saveurs. Je suis pas du tout dans l'esthétique des pâtisseries, mais je suis vraiment à rechercher au maximum le goût. Je suis plus dans la recherche des saveurs et je crois que nos clients le ressentent vraiment. Mon plaisir quotidien, c'est les clients qui viennent juste, des fois, qui s'arrêtent devant la boutique et qui nous disent « Ah, mais la tarte hier, c'était très bon. » Juste ça, c'est pas grand chose, un mot. Des fois, je suis hyper fatiguée. Des fois, un peu comme tout le monde, hein, on est humain et puis on n'en peut plus. On travaille beaucoup et rien que ces quelques mots d'un client, ça va nous rebooster et on se dit justement qu'on sait pourquoi on est là. Ça, ce genre de situation. Une autre question que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie, quelqu'un qui a changé la donne pour vous dans votre parcours? J'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs personnes en fait. Je reviens souvent à ma famille, même toutes les femmes de ma famille, on va dire, cuisinent. Tout le monde dans ma famille cuisine, donc c'est déjà un modèle de base. Ensuite, quand j'ai passé mon CAP cuisine, mon chef, Eddy, il était vraiment super. Il y avait vraiment un respect mutuel déjà, et il m'a beaucoup appris. Et je pense qu'il y a eu un encouragement, même inconscient, même s'il disait pas concrètement « je t'encourage à continuer », mais ça se voyait qu'il était content que je progresse et il avait envie que j'aille plus loin. Voilà. Puis Isabelle qui peut être qui est là depuis le début et c'est ma béquille. Parce que sans elle, je sais pas où je serais. Alors Emma, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée plus spécifiquement à la place des femmes dans le monde de la gastronomie. Votre avis m'intéresse beaucoup sur le sujet. Je commence par une question assez rituelle aussi que je pose systématiquement à mes invités. C'est est-ce que selon vous le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel? Pour moi, je pense que le fait d'être une femme dans ce milieu-là, dans ce domaine, j'ai jamais ressenti de problème ou de réelle différence. En tout cas, dans le premier restaurant dans lequel j'ai travaillé, il n'y avait pas... Bon, j'étais la seule fille, mais... Ensuite, peut-être que dans le deuxième restaurant où j'ai travaillé, mon patron, il avait un côté un peu dire... Ah non, tu peux pas gagner plus qu'un tel, parce que bon, tu comprends, t'es là depuis moins longtemps, même si j'étais sa seconde et sa chef, mais il y avait des choses qui me plaisaient pas trop. Mais là où ça a pu nous poser un problème, alors là je dis nous, Isabelle et moi, c'est quand on a créé l'entreprise et qu'on avait commencé, enfin à l'époque, au tout début, j'ai commencé dans ma cuisine en tant que traiteur, en livraison à domicile. Et la banque qui voulait pas nous suivre parce que on était deux femmes. C'est mon interprétation, mais je pense qu'elle n'est pas fausse. Non, c'est assez courant. Et on demandait pas grand-chose à l'époque. C'était vraiment pour acheter un four et un frigo. On demandait 7 000 €. Et on a été refusé pour 7 000 €.
Et aujourd'hui, vous voyez où on est. Et c'est bon, ils croient en nous maintenant. Enfin, on a changé de banque, ceci dit, entre-temps. Mais voilà, là, vraiment, on a senti que... Parce que les femmes, je pense que elles ont plus tendance à demander moins qu'un homme qui tout de suite va demander, je sais pas, une grosse somme et va paraître plus crédible. Alors que nous, on va peut-être rester plus prudente et demander juste ce dont on a besoin. Et c'est plus à ce niveau-là que je me suis dit, c'est pas cool quand même. Et est-ce que aujourd'hui il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel? Alors bon, vous êtes associé avec une femme. J'ai vu, en cuisine, il y a des femmes qui travaillent avec vous. Et de manière plus générale, est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là? C'est vrai que depuis quelques années, je constate qu'il y en a de plus en plus, et notamment dans le 11e, là, il y a pas mal de lieux qui ont été ouverts par des femmes. Déjà, dans notre quartier, on a beaucoup soit des restaurants, soit des pâtisseries, et c'est des femmes qui ont mené le projet, et ça fonctionne bien, et je pense que depuis... pas 2-3 ans, il y a peut-être plus, je sais pas trop, mais qu'il y a de plus en plus de femmes en tout cas qui se lancent. Et bon, ici, on n'a que des femmes à travailler à la pâtisserie. Bon, après, vu que si je cherche quelqu'un, si un garçon se présente, c'est le CV qui comptera avant tout et la qualité du travail. Mais en règle générale, je me sens peut-être plus à l'aise aussi à travailler avec une femme. Ça c'est autre chose, mais... Et est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez commencé dans ce métier-là, la situation pour les femmes, elle évolue de manière positive? Alors vous nous avez dit que justement, vous voyez de plus en plus de business lancés par des femmes qui se montrent déjà, ne serait-ce que dans votre quartier. Est-ce que vous avez l'impression que en tout cas la perception des femmes dans ce milieu, elles sont mieux acceptées? Est-ce que vous voyez une évolution ou pas? Oui. Là depuis quelques années, c'est sûr que déjà elles sont plus médiatisées de plus en plus. Il y a beaucoup même de personnes, des journalistes comme Estherelle que vous avez déjà rencontré. Je connais bien votre pâtisserie, ouais. Donc qui parle, qui est vraiment engagé pour les femmes, et puis oui, on en parle plus, et puis même dans les émissions à la télé, je regarde pas forcément beaucoup la télé, les émissions, mais j'en entends parler, je vois comme ça, et voilà, il y a plus de femmes qui sont mises en avant, et je trouve toujours qu'il y en a pas assez, parce que quand on voit une estrade de cuisiniers à qui on remet des prix ou autre, il y a peut-être 2-3 femmes et 15 hommes. Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Mais il y a du progrès. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme justement qui voudrait se lancer? Je pense qu'avant de se lancer, c'est intéressant de connaître l'environnement, faire par exemple des stages ou des immersions dans un milieu professionnel, que ce soit un restaurant, une pâtisserie, peu importe où. Je pense que c'est vraiment important. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça via mes parents, parce que quand j'allais chez mon père, il habitait au-dessus de la crêperie, moi je l'aidais à servir. Je connais bien ce milieu, et quelqu'un qui connaît pas du tout, avant de se lancer, même si c'est une passion de cuisiner à la maison, c'est important, je pense, d'aller sur le terrain. Et ensuite, pour créer son entreprise, ce qu'il y a d'important, c'est plus le côté administratif et faire une formation de gestion, création d'entreprise, parce que ça aide beaucoup, ça donne vraiment beaucoup de pistes pour pas se planter, en fait. Ouais, c'est surtout même ça. Auprès des banques, pour créer son business plan, etc. C'est hyper important, parce que les banques ne regardent que le business plan. On peut parler du projet, il peut être beau, tout ça, mais c'est le business plan et comment on appelle ça, le prévisionnel, si ça tient pas la route, la banque ne prêtera. Donc faut vraiment être calé là-dessus. Voilà, c'est les deux conseils. Les deux enjeux, bien connaître le terrain et travailler son business plan. Exactement.
Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours, ou qui vous ont en tout cas inspiré? Ça peut être soit des femmes avec qui vous travaillez, bon, vous nous en avez déjà cité. Ça peut être d'autres femmes. Est-ce que vous avez envie de mettre à l'honneur, enfin vous avez en tête Je vais revenir à ma famille parce que c'est vraiment. Non, mais c'est très bien. Mes deux grands-mères avec un style très différent. Hein. Il y en a une, c'était vraiment la cuisine franchouillarde. Avec du gras et du bon beurre de Normandie, et l'autre une cuisine vraiment plus saine, plus bio, et dans un style vraiment différent, mais toujours elles m'ont toujours inspirée parce que de passer sa vie comme ça, enfin surtout ma grand-mère maternelle, passer sa vie dans la cuisine, elle appelait ma mère 3-4 fois par jour pour dire qu'est-ce que tu manges ce midi, l'après-midi qu'est-ce que tu manges ce soir, et le soir qu'est-ce que tu manges demain. Voilà, c'était un peu ça. Et la nourriture, elle a tellement une place importante, dire même ma mère quand elle m'appelle aujourd'hui, elle va pouvoir me dire qu'est-ce que tu fais à manger. En ce moment, c'est que je suis dans la pâtisserie, c'est peut-être moins fréquent qu'elle me demande ça, mais bon, voilà, moi j'ai ce modèle-là, je me raccroche beaucoup à ces modèles voilà, depuis que je suis toute petite en fait. On va passer à la dernière partie de l'interview, donc le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Alors Emma, est-ce que vous avez un coup de cœur food récent? Mon coup de cœur food, il s'appelle Louvre Paris. C'est Yasmina qui, dans le passage Vendôme à République, a une toute petite cantine où elle fait de la cuisine orientale. Ouais. Et le jeudi et vendredi, c'est couscous toutes les semaines. Et le reste de la semaine, ça va être des plats cuisinés, des tagines, choses comme ça. Et c'est vraiment super bon, c'est simple. Elle est super aussi, très accueillante. Elle utilise des très bons produits. Et c'est chouette. Voilà, il y a quelques jours encore, il y a pas si longtemps, ouais, c'était en début de semaine, on a été manger un tagine. Mais la cuisson des légumes était juste parfaite. Ouais. C'est le genre de cuisine que j'adore, les choses simples. Et, c'est un peu mon coup de cœur. Ok. Ah super, merci pour la bonne adresse. Quel serait le plat qui résumerait le mieux votre enfance? Je peux dire la soupe de ma grand-mère. La soupe de ma grand-mère, elle a une grande histoire parce que elle en faisait tous les jours, été comme hiver. Tous les soirs, on avait la soupe. Mais la particularité, c'est que quand j'allais en vacances chez elle, au petit-déj, j'avais un bol de soupe. Je mangeais de la soupe. Ah d'accord. J'adore tellement ça. Ah c'est vrai. Voilà. Mais je mangeais pas que de la soupe, une tartine de pain et du fromage. Voilà. C'était mes petits-déj. Donc c'est vrai que c'est un de mes souvenirs les plus marquants. C'est le plat qui résume bien votre enfance. Voilà, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? C'est quand j'ai découvert la cuisine indienne. Voilà, la première fois que je suis allée dans un restaurant indien, j'habitais à Caen, j'étais étudiante et je connaissais pas du tout. Je devais avoir 24 ans. Et ça a été pour moi une grande découverte, toutes ces saveurs, les épices, je connaissais pas parce que je suis très cuisine française justement. Et c'est une saveur que j'ai jamais réussi à retrouver par ailleurs. Ouais. Même si j'ai souvent mangé dans des restaurants indiens, je trouve toujours ça très bon, mais l'effet que ça m'a fait la première fois, je ne. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Je déteste peu de choses, mais je suis pas très tripes, par exemple. Mais j'aime bien les abats en général, mais les tripes, pas du tout. Et je suis pas très chaude Bruxelles non plus. C'est pas. Et est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Mon frigo en ce moment il est souvent vide parce que je passe ma vie ici, mais il y a toujours du beurre. Parce que le matin je mange du pain et du beurre. Okay. Voilà, et s'il y a pas de beurre, je peux pas avoir mon petit déj. Parce que je suis pas de très bonne humeur après. Quelle est votre recette fétiche? Celle que vous faites tout le temps à la maison? Celle que je fais souvent, c'est ça. On va se moquer de moi parce que c'est pas une recette, mais quand c'est bien cuit, c'est parfait. C'est l'œuf à la coque. Ah. J'adore
Et c'est peut-être aussi, ça pourrait rejoindre les souvenirs de plein de mon enfance. Mais des fois, je sais pas quoi manger et je dis, mais j'ai des œufs. Alors, vous voyez, là, tous les œufs. J'en prends juste 2. Et puis, un œuf à la coque et des petites mouillettes à côté. Et moi, je me régale. Hein. C'est limite gastronomique. Et justement, quand vous êtes en cuisine, mais que vous cuisinez, vous passez un peu plus de temps que pour un œuf à la coque, est-ce que vous écoutez quelque chose, de la musique, par exemple, la radio, est-ce que vous discutez Quand je suis chez moi, ouais, j'aime bien mettre la musique. La radio, c'est surtout le matin. J'aime bien avoir les infos sur France Inter. Ça, c'est mon petit truc. Et à la boutique, c'est ce qu'on fait souvent. C'est de 8h ou 7h à 10h avant l'ouverture de la boutique. On va mettre la radio. Et ensuite, on va enchaîner sur notre playlist commune parce que chacun a apporté un petit peu ses goûts. Donc, c'est une playlist qui peut passer de Edith Piaf à Nirvana. Bon, voilà, c'est... Quel serait le resto de votre vie? Je veux dire, celui de mon papa. Ouais. Même le premier, c'était celui de ma grand-mère. C'était à Saint-Léonard-des-Bois, dans la Sarthe. Et puis mon père, après, il a eu plusieurs crêperies, pizzerias. Voilà, j'ai vécu un peu là, et c'est un peu le resto de ma vie, si on peut dire, où j'ai vécu une grande partie de ma vie, en tout cas. Est-ce qu'il y a un restaurant que vous donneriez cher pour tester? Je sais pas dans quel sens je donnerais cher, mais j'aimerais bien tester un jour, aller chez Anne-Sophie Pic. Ouais. J'en entends beaucoup parler. Je sais que voilà, c'est de la gastronomie, c'est une femme. Enfin, on va aller dans un restaurant gastronomique de femmes. Ouais. Mais je sais qu'il faut pas prendre rendez-vous longtemps à l'avant. Je pense. Dernière question. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode du podcast? J'ai rencontré récemment une femme qui s'appelle Lila Djedi. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La cantine vagabonde. Donc c'est un manifeste pour une petite cuisine engagée, comme c'est écrit sur son livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment engagée justement dans le bien manger, le bio, les produits de saison. Je pense qu'elle a des choses très intéressantes. Elle peut avoir des choses très très intéressantes à dire. Elle est dans le partage et son livre, il est très chouette. Déjà, les photos sont magnifiques. Elle explique, j'aime bien sa façon d'expliquer ses recettes. Elle s'adresse directement à nous. Voilà, on sent qu'il y a un vrai partage avec cette personne. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai eu un coup de cœur. Je pense que vraiment, c'est très intéressant pour un prochain podcast. Merci beaucoup, Emma Duveyret. Merci, Adeline. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Emma Duveyret pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.